Kiddushin Daf Samerchet Samertet. Il y a une histoire qui est arrivée il y a près de 70 ans. On va essayer d'étudier cette histoire et de découvrir quelques halakhot qui tournent autour de cette histoire. La question de base qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a une possibilité pour un mamzer de revenir dans le clan d'Israël, et si ce n'est pas lui, mais au moins ses enfants, qui puissent pouvoir se marier avec des filles du clan d'Israël normal, qui ne soient plus mamzerim. C'est une Mishnah dans Daf Samertet Amud Aleph, la dernière Mishnah du Pérec, et le Shulchan Aruch tranche l'halakha de cette Mishnah. On va voir l'histoire et on va voir une tchouva de Rav Moshe Steinbourg qui donne encore quelques détails. Comment faire ça exactement? Il y a une possibilité. L'histoire est la suivante. Un bachour de Ponovitch de l'époque, au début de la yeshiva, il est arrivé en pleurant devant le Rav de Ponovitch, celui qui a reconstruit la yeshiva en Eretz Israël après la guerre, et il a dit: c'est pas de ma faute, mais je suis mamzer et donc je n'ai aucune possibilité de me marier. Le Rav de Ponovitch, il lui a dit, le Rav de Ponovitch, c'était pas qu'un Rosh Yeshiva, c'était comme un père des Bachorim. Il y avait beaucoup de Bachorim qui avaient passé la guerre, qui n'avaient pas de famille, etc. Il lui a dit: quel est le problème? Un mamzer a le droit de se marier avec une esclave. Et donc, je vais acheter une esclave et je vais te la donner en mariage. Les enfants seront mes esclaves, je vais les délivrer et tes enfants ne seront plus mamzerim, ils pourront après se remarier avec qui ils veulent. C'est ça en fait l'astuce que nous donne la Mishnah, et c'est ça l'histoire qui, halakha l'emaaseh, nous a fait le Rav de Ponovitch. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au Beit Din de Rav Vosner, qui existait déjà depuis cette période, et il a demandé à Rav Vosner de lui amener une jeune fille qui était intéressée de faire sa guéroute. Et quand ils ont trouvé cette fille, ils lui ont demandé de ne pas continuer le processus de la guéroute, de faire un autre processus qui est parallèle, qui ressemble, mais qui n'est pas exactement la même chose. C'est un processus d'une fille qui est achetée par un juif, et elle n'est pas guillorette, elle est shifra kenaanite. Les différences, elles sont petites. On a vu de longues sugiotes à ce propos-là dans Masechet Gitin autour de Daf Mem, si je me rappelle bien. Les halachot de Evet Kenani. Un Evet Kenani, il n'est plus vraiment goy. C'est une sorte de rentrer dans le clan d'Israël. Il y a plusieurs manières de rentrer dans le clan d'Israël. La manière la plus connue, la plus classique, c'est de faire une guéroute. Le Evet Kenani, un Evet Kenani ou une Shifra Kenanite, quand ils vont être achetés par un juif, déjà ils ne sont plus vraiment goïm. Après, quand ils vont être délivrés, ils vont être juifs complètement. C'est en fait une autre manière de devenir juif. Et donc, il va chez cette fille, il lui dit: je t'achète. Et donc maintenant, elle devient la servante du Rav de Ponovitch. Et puis, elle doit faire le mikvé. Donc il y a aussi le côté judaïsme dans cette histoire. C'est pas qu'un côté kinyan. Elle fait le mikvé, pas un mikvé en tant que guillorette, un mikvé en tant que servante. Maintenant, c'est une servante d'un juif, et cette fille peut se marier avec un mamzer. Un mamzer, il a le droit de se marier aussi avec une guillorette normale, mais le problème, c'est que ses enfants seront mamzerim, comme on a vu déjà hier, Olech Achara Pasoul. Et en plus de ça, c'est pas génial. On ne va pas le marier facilement. Il y a beaucoup de rabbanim, de poskim, Bet Shmuel et d'autres qui disent qu'on ne le fait pas un mariage parce qu'on n'est pas intéressé de publier, de rajouter des mamzerim dans le cas d'Israël. Et donc, on n'est pas intéressé, la vérité, carrément qu'il se marie. C'est peut-être pas de sa faute, mais il n'y a rien à faire. C'est un mamzer, et c'est ça ce que la Torah, elle a décidé. En tout cas, donc, c'est pas conseillé de le marier avec une guillorette. On préfère faire des astuces pour qu'après, au moins, ses enfants, soient des enfants normaux. Soient pas écartés de la civilisation, qu'ils soient des enfants qui ne sont pas des mamzerim, qui puissent après commencer une vie normale. Donc, c'est ça l'histoire. Et c'est une halakha qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch, dans la Mishnah, qui nous ramène cette chose-là. Dans la référence, on peut retrouver le Shulchan Aruch dans Siman Dalet, qui ramène cette chose-là. Et il y a plusieurs questions qui ont été relevées dans les poskim. Comment exactement faire cette chose-là? La question principale, c'est dans les temps modernes, où l'esclavage n'existe plus du tout. Est-ce que ça existe quand même de faire un kinyan d'esclavage qui est reconnu dans la Torah, alors que, en fait,
du moment que l'esclavage n'existe plus, on peut rencontrer plusieurs problèmes. Premier problème, c'est un problème de dina de malchuta dina. Les lois civiles, souvent, surtout dans les dîners monotes, elles sont reconnues dans la halakha, et donc on devrait prendre compte de cette chose-là et dire que ce kinyan d'esclavage, c'est un kinyan qui n'existe plus de notre temps, et donc toute cette astuce, il est tombé. Deuxième problème, c'est le fait que aujourd'hui, dans notre psychologie, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout, l'esclavage. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, le kinyan n'est pas sérieux, on dirait que c'est qu'une harama, un astuce, et en plus de ça, peut-être que carrément le kinyan n'est pas considéré vraiment comme un kinyan à cause du fait que j'ai jamais eu l'intention de l'utiliser en tant que servante. Je ne peux pas lui dire maintenant de faire des travaux d'esclavage. Et donc, c'est comme si que depuis le début, quand j'ai fait le kinyan, c'était la rigolade et je n'ai pas fait un kinyan sérieux. C'est comme si qu'en fait j'avais un yehush depuis le début de ne pas faire un vrai kinyan d'esclavage. Comment contourner ce problème? Comment quand même essayer de sauver ce garçon? Le Rav Moshe Steinbuch, il relève ces sujets et il donne des solutions à chacun des problèmes. Ça se trouve dans Tshuvot ve'Anagot, Chelek Vav, Siman Resh Nun Aleph. Il ramène une autre histoire en fait, c'est une histoire qui est plus récente. Un mamzer qui est arrivé devant lui et il a dit à Rav Moshe Steinbuch qu'il a déjà parlé avec une fille qui voulait faire la guéroute, et avant qu'elle fasse la tvila de sa guéroute, qu'elle fasse maintenant une tvila pour une shifra, et lui, il était intéressé de l'acheter lui-même carrément. Il n'est pas obligé que quelqu'un d'autre l'achète comme dans la première histoire. Il était intéressé lui-même de l'acheter en tant qu'esclave. Ça ne sera pas sa femme, ça sera son esclave. Extérieurement, ça a l'air plus ou moins la même chose. Et les enfants qui vont naître ne sont pas ses enfants, sont en fait ses esclaves. Et puis après, lui-même, il veut les délivrer. Il relève les problèmes. Le premier problème, c'est le problème qu'on a déjà parlé. C'est un problème qui a été relevé déjà il y a quelques centaines d'années par le Maharashdam et le Mahari Ben Lev. Ils disent que puisque dans les pays où on habite, dans les pays où on connaît, l'esclavage n'existe plus, peut-être qu'il y a un problème de dina de malchuta dina. Alors premièrement, il faut savoir qu'en Eretz Israël, il n'y a pas du tout cette halakha de dina de malchuta dina. La terre d'Eretz Israël appartient à tout le monde. C'est pas une terre qui est personnelle à quelqu'un, et donc il n'y a pas ici le roi qui vient et qui décide qu'est-ce qu'on doit faire. On n'a aucune obligation, point de vue dina de malchuta dina, et donc il n'y a pas ce problème. Quand on se trouve, oui, en Chutz La'aretz, alors, quand même, il dit qu'on peut contourner ce problème, parce qu'au fait, dans le fond, le fait que tous les pays modernes ont décidé d'annuler l'esclavage, c'est parce qu'ils ont eu une compréhension que c'est pas quelque chose de correct de prendre quelqu'un qui est aussi un être humain comme moi et de venir de le soumettre, de le mettre en esclavage, c'est pas quelque chose qui est bien. Mais quand moi je le fais, pas parce que je suis intéressé de le soumettre en dessous de moi, de le faire travailler en dessous de moi, etc., c'est parce que je suis intéressé d'utiliser ce kinyan pour quelque chose d'autre complètement, et je prends sur moi de ne pas l'utiliser. Il achète cette fille en prenant sur lui, même peut-être il signe quelque part, en tout cas il prend sur lui de ne pas l'utiliser en tant qu'esclave. Ici, même le pays, l'État, peut être d'accord théoriquement avec une chose comme celle-là. C'est vrai que ça va pas être reconnu dans le tribunal parce qu'ils ne peuvent pas faire de différence là-dessus. Après qu'ils ont interdit, c'est interdit. Mais quand même, si on rentre dans le fond de cette loi, on comprend qu'au fait, le problème qu'ils avaient avec cette chose-là qui s'appelle esclavage, il n'existe pas dans ce cas-là. Et donc, il pourrait être reconnu. On peut utiliser ce kinyan, qui est un kinyan qui est existant dans la Torah. On l'utilise et le fait que ça n'existe pas chez les goïms, c'est qu'à cause d'une raison qui est très spécifique, qui n'existe pas dans ce cas-là, et donc je n'ai pas ce problème de dina de malchuta dina. De là, il en passe par exemple à Mechirat Rametz, toutes sortes d'autres choses que je fais. Est-ce qu'il faut faire attention que ce kinyan il soit légal aussi, ou bien il suffit que ce soit un kinyan d'après la Torah? Ensuite, de faire toutes sortes d'astuces. Dans certains cas, on permet, dans d'autres cas, on ne permet pas. Par exemple, à propos de Mechirat Rametz, ça ressemble.
il fait un pilpul là-dessus. Il dit que le fait que dans la génération précédente, on n'a jamais entendu faire ces choses-là, et donc on n'est pas né hier, le clan d'Israël, il existe depuis toujours, et donc si on n'a pas entendu que les grands rabbinim de l'époque le faisaient, peut-être qu'il y a un problème là-dessus. C'est difficile de notre temps de venir d'inventer des choses, même si on dirait que c'est clair. Premièrement, c'est un Shulchan Aruch. Deuxièmement, il y a, on va voir à la fin aussi encore un témoignage sur cette histoire-là, sur quelqu'un d'autre qui a fait ça, et surtout, la raison principale pour laquelle on n'a pas trouvé à l'époque des poskim qui en parlent, c'est tout simplement une raison très triste qu'à l'époque, les mamzerim étaient très rares, et de notre temps, ça arrive beaucoup plus, malheureusement. Le Knesset Agdola, encore un argument qui a été relevé par les poskim, il relève le problème que quand il a acheté cette servante, il y a des halakhot qui concernent les serviteurs. Et on a peur en fait qu'à chaque fois, à tous les moments, au courant de la vie, eux-mêmes, ils risquent, c'est dans leur subconscient. En fait, finalement, ils vivent comme un mari et une femme normale. Et on a peur que le fait qu'ils oublient, et en fait, par amour entre l'un et l'autre, c'est considéré, en fait, on peut considérer cette chose-là comme un yéhouch, comme si qu'il avait délivré. Et pour contourner ce problème, c'est ici qu'il dit qu'on préfère que quelqu'un d'autre l'achète, pas le mari lui-même, pas le bachour lui-même. Et comme dans l'histoire du Rav de Ponovitch, c'est lui qui l'a acheté et il a prêté sa servante à ce bachour. Et maintenant, ce bachour, il utilise cette servante qui appartient à quelqu'un d'autre. Il a le droit, en tant que mamzer, de se marier avec elle. Les enfants qui vont naître seront des esclaves qui appartiennent à celui qui l'a acheté à l'initiale. Et ensuite, on lui fait confiance que dès qu'ils vont naître, le maître de cette servante, celui qui l'a acheté, il les délivre. Et là, c'est des avadim et shoucharim qui ne sont plus du tout mamzerim. Pour que le kinon soit plus sérieux, on essaye de faire certaines choses pour que ça soit bien compréhensible. D'abord, il faut que la fille, bien sûr, elle comprenne qu'est-ce qui se passe. C'est pas qu'elle croit qu'elle est en train de continuer un processus de guéroute, il faut qu'elle comprenne que ici, c'est quelque chose d'autre. C'est une chifra, comme ça, le kinyan, il est sérieux. Il est bien aussi qu'après qu'il l'ait acheté, il l'utilise pour de vrai pendant un mois. Il n'est pas obligé de la frapper, il n'est pas obligé de la soumettre et de la rabaisser. Il peut l'utiliser en tant qu'une fille qui l'aide à faire le ménage, à laver la vaisselle, etc. Et après qu'il l'ait utilisé pendant un mois, c'est devenu un kinyan qui est suffisamment sérieux pour qu'il puisse après le donner à ce bacho et prêter au fait sa servante à ce bacho qui va maintenant l'utiliser en tant que servante, mais extérieurement, en fait, ils sont mariés comme un mari et une femme. Il faut savoir aussi que quand ils vont se marier, il n'y a pas du tout la bracha en dessous de la choupa, il n'y a pas les sheva brachot, parce que c'est pas un mariage. C'est pas un mariage d'un khatan kala normal, c'est une permission que la Torah elle a donnée à ce mamzer d'avoir des relations avec cette chifra. Donc ici, c'est clair que c'est pas considéré comme un mariage. Bien sûr qu'on peut faire toute la fête, on peut faire les danses, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est là qu'il ramène aussi une histoire le Knesset Agdola ramène, une histoire qui est arrivée à Kouchta, je crois que c'est Constantinople en Turquie. Un mamzer qui était un bachor yeshiva, Talmid Chacham, qui s'est marié avec une servante, et tous les chachamim de Kouchta, ils sont venus à son mariage. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, par son mariage? Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait les brachot, ça veut dire qu'ils ont fait une fête comme un mariage, et donc on voit que déjà les Talmidei Chachamim de l'époque étaient d'accord avec cette astuce, et ils ont fait une chose comme cela. Finalement, en conclusion, c'est une astuce qui existe, qu'on peut faire, qu'il y a une possibilité de faire, mais il faut bien sûr savoir comment exactement le faire. Premièrement, on répète un peu les points qui ont été relevés. Premièrement, on essaye que ce ne soit pas le bachor lui-même qui l'achète, mais quelqu'un d'autre. Et donc, celui qui va l'acheter, il l'achète avec un kinyan kesef. Donc, il donne à cette fille de l'argent pour l'acheter en tant qu'esclave. On préfère faire aussi un kinyan de shtar pour être tranquille. Deuxièmement, quand elle fait le mikvé, elle fait un mikvé, on lui dit
qu'elle est en train de faire le mikvé et qu'elle rentre partiellement dans le clan Israël et donc elle doit être sérieuse et elle doit savoir qu'elle prend sur lui sur elle de faire les mitzvot, et quand elle se trempe au mikvé, elle se trempe au mikvé en tant que shifra, pas en tant que guilloret, et ensuite elle sort du mikvé, elle sert son maître pendant un mois, quelque chose comme ça. C'est pas un mois, c'est pas un exaratakatou, mais c'est juste pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Et au bout d'un mois, on fait la fête du mariage, qui au fait c'est pas vraiment une fête de mariage, c'est une fête parce que on est très joyeux que ce pauvre mamzer il a la possibilité de se marier et que ses enfants seront permis de rentrer au clan d'Israël. Lui, il va lui payer tous les mois. Euh, il paye au fait à son maître, à celui qui l'a acheté. Il paye à son maître tous les mois une petite somme pour que le kinyan soit sérieux. On fait le mariage, on danse, etc. Et ensuite, quand l'enfant ou le garçon ou la fille naît, chaque enfant qui naît, on va chez le maître, on lui dit de le délivrer, et en le délivrant, cet enfant, il sera permis.